Alors, j'étais effectivement président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales en troisième rang de l'Assemblée nationale quand la première loi de RMI, celle qu'on commémore aujourd'hui, a été votée. Et je ne peux pas résister à la mention un peu narcissique de ce que j'avais été élu, et non point désigné par l'appareil à ce poste, ce qui a été rare dans l'histoire de la Ve République, par mes camarades parlementaires à la suite de la défection de celui pour qui on avait gardé le poste, Barrot, quand on pensait qu'il allait se rallier à la majorité présidentielle. J'ai donc été désigné à ce poste et j'ai aussi été, ce que ne dit pas le programme, mais c'est pas grave, rapporteur de cette première loi de RMI. J'étais encore à la tête de la commission quand la loi dite de renouvellement a été votée. Et c'est une collègue dont j'ai le mauvais goût de ne pas me rappeler le nom, mais elle était excellente, qui a fait le rapport sur le renouvellement. Alors, faire un rapport sur ce projet de loi, ça n'était pas tout à fait comme aurait dit Jean-Claude Boulard, qui était un ami de toujours à moi. J'avais été témoin à son mariage en Afrique. Une expression qu'il aimait beaucoup. C'était pas 0-0. C'était pas 0-0 car se posaient un certain nombre de problèmes compliqués. D'abord, il y avait eu un projet de loi antérieur à celui préparé par Claude Évin, qui ne correspondait pas, et même d'assez loin, à cette proposition de loi qui avait été déposée par les socialistes encore dans l'opposition, en relation avec la façon dont s'était établi, en partie sous l'influence de Jean-Claude Boulard, et je ne sais pas si je suis capable pour ma part de retracer les subtilités de sa position à cette époque, au moment de la synthèse entre les différents courants du parti, si bien que la thèse pour l'essentiel rocardienne tendant à créer un revenu minimum était devenue celle de l'ensemble des camarades socialistes. Nos deux noms, celui de Jean-Claude et le mien, resteront associés à la postérité qui s'intéresse à ça. Elle pourrait faire des choses plus utiles. Parce qu'il en est fait mention dans un livre d'un collaborateur de Matignon évoquant son séjour dans cet hôtel, qui dit qu'il y avait deux personnes qui étaient insupportablement en permanence à persécuter le Premier ministre sur ce sujet qui n'était tout de même pas de la première importance. Jean-Claude Boulard a joué un grand rôle et il avait cheminé, me semble-t-il, au moment où j'ai travaillé avec lui sur le rapport, dans un sens qui faisait qu'il convergeait largement avec moi, j'y reviendrai tout à l'heure. Puis j'ai beaucoup travaillé avec Bertrand, qui au moment où il dirigeait le cabinet de Relais Lenoir, secrétaire d'État à l'action sociale, avait avec André Ramoff aussi, que j'ai plaisir à évoquer, et dont la disparition précoce a créé pour beaucoup d'entre nous un grand trou. Il avait bataillé avec André Ramoff auprès de Simone Veil, mais sans succès, bien qu'il porta à Simone Veil beaucoup de ferveur pour la création d'un revenu minimum. Ça n'était pas encore mûr. Bertrand a joué, pas parce qu'il est là que je dis ça, mais j'ai raconté ça à 1000 endroits ailleurs, il a joué un rôle important dans plusieurs registres. Il s'agissait de savoir combien tout ça risquait de coûter, indépendamment même des actions complémentaires sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, du seul fait du versement d'une prestation à caractère plus ou moins alimentaire à ses bénéficiaires. Combien ça allait coûter, ça dépendait du nombre de bénéficiaires potentiels de la prestation envisagée, et ça dépendait aussi de l'échelle de la prestation. La computation des bénéficiaires potentiels n'était pas évidente. Bertrand disposait des fichiers de la CNAF et de quelques autres bases statistiques, mais comme il a toujours beaucoup d'intérêt pour les statistiques et aussi une façon de les interroger de façon constructive,
il n'avait peut-être pas encore tout à fait perçu que le RMI deviendrait ce qu'il est devenu à un moment donné, un troisième volet d'indemnisation du chômage, mais on sentait bien qu'il risquait d'y avoir, pas dit comme ça, on l'a dit plus tard, ou c'était de la Ehrenberg qui l'a dit, mais on voyait bien qu'il y avait une tendance. Alors l'échelle de la prestation, là c'est Fragonard qui laissera avec Mitterrand un nom dans l'histoire. On a longtemps parlé pendant toute la préparation de la loi, enfin du rapport sur la loi et son vote, de l'échelle du président de la République et de l'échelle de Bertrand, Fragonard, l'échelle de Fragonard. Car le président de la République, qui n'avait avec les questions sociales, et surtout très sociales, que des affinités modestes, avait donné dans un discours une échelle prohibitive qu'il avait fallu assez rapidement démentir. Fragonard y avait pourvu, étant entendu encore que la séparation du domaine de la loi et du domaine du règlement qui prévaut en vertu de la Constitution excluait qu'on mette dans la loi le niveau de la prestation. Mais que voter un texte sur un pareil sujet n'aurait pas eu de sens si on n'avait pas eu des assurances raisonnables sur le niveau auquel elle se situerait. Petit jeu de cache-cache. Alors je dois quand même mentionner dès maintenant, parce que d'autres, à l'égard de qui je n'ai pas de rancœur, m'ont sérieusement pesé pendant les 6 ans où j'ai été à la tête de la commission, ou rapporteur, ou les deux. Nous avons eu un commissaire politique, bienveillant, qui ne nous a pas trop pourri la vie, qui était Jean-Pierre Sueur. Pas trop, presque pas. D'autres, dans d'autres circonstances, ont été assez pesants. Sur les questions philosophiques que Mehringri et Poignant ont évoquées de façon extrêmement intéressante, compte tenu des délais dont nous disposions pour le rapport, de tous les débats qu'il y avait eu antérieurement, le rapporteur que j'étais ne s'est pas exagérément attardé. On a replacé le débat au point où il était arrivé. De toute façon, à cette époque, il n'y avait pas de véritable étude d'impact. Donc, ni sur le plan philosophique, ni même pour traduire les alchimies fragonardiennes, combien de bénéficiaires, combien la prestation, quoi avec, qu'est-ce que ça coûte, nous avons été incroyablement courts, mais le peu que nous avons dit n'a pas follement angoissé la plupart des collègues parlementaires, sauf quelques-uns. Alors le premier sujet, 2 interventions, et notamment celle qui m'a fait chaud au cœur, de Bernadette Charbonneau, si c'est bien ça, mais celle de Poignant, comme toujours, capable de prendre la mesure du pour et du contre, concilier presque comme un membre du Conseil d'État les intérêts éventuellement contradictoires en présence. Ils ont parlé tous les deux de la contrepartie. Alors, j'ai toujours, avant, quand j'avais fait une tournée des provinces, parlementaire d'opposition, pendant que j'étais rapporteur, après, quand j'ai commenté ce que j'avais cru comprendre et faire comprendre, était un ennemi irréductible de l'idée de contrepartie. Je ne suis pas sûr que Claude Évin, qui a beaucoup fait pour l'aboutissement de cette loi, ni Michel, qui s'est beaucoup donné, et j'y reviendrai, se soit jamais totalement séparé de ce que j'appellerais le travaillisme, le mélange de compassion pour les personnes privées d'emploi et de méfiance à leur égard. Est-ce qu'ils ne risqueraient pas qu'ils s'endorment sur leur laurier? Nous avons retrouvé, Marie-Thérèse Join-Lambert et moi, quand nous co-présidions sensiblement après, à l'époque de Jospin, la commission action sociale du parti, le même genre de difficulté à se faire comprendre. Le fait est que le grand enjeu, et là encore, j'ai tourné dans les provinces, je n'étais pas élu local, sauf dans l'opposition à Vichy, et ça ne servait pas à grand-chose, mais j'ai fait la tournée dans une trentaine ou une cinquantaine de départements pour voir comment marcheraient les contrats
d'insertion. Et j'ai ensuite, pendant 15 ans, et je viens seulement de fermer, l'institution a disparu, et j'ai pendant 15 ans été le juge des conflits nés des insuffisances de diligence des RMistes pour donner satisfaction à leurs interlocuteurs des bureaux en matière d'insertion, et des insatisfactions des RMistes pour obtenir que les bureaux, les assistantes sociales, les bailleurs de fonds, les juges de leur bénévolence ou leur absence de bénévolence s'intéressent vraiment, les aident vraiment à franchir les différentes étapes séparant un certain nombre de personnes de si loin d'un emploi. Réentraînement à l'effort, préformation, initiation à des métiers, que si on ne les y aidait pas, il n'y avait aucune chance qu'ils y parviennent. Il y a eu sur ce sujet un certain nombre de débats avec Michel lui-même, qui par moments m'a semblé être sur les positions que je dirais être celles de Poignant tout à l'heure. Le travail, c'est à la fois un devoir et un droit. Les meilleurs jours, il me semble, qu'il parvenait à formuler, c'est un droit coloré d'un devoir. Mais pas l'inverse. Si bien que parmi mes thèmes un peu appuyés, j'ai toujours dit que ceux qui avaient bien compris ce qu'ils faisaient avaient, lors du vote de la loi de RMI, créé deux droits. Un droit inviatique et un droit, comme aurait dit peut-être encore Brigitte Charbonneau, un droit pas seulement à des poissons pour la soif, mais à apprendre à pêcher ce qui n'allait pas forcément de soi et à quoi il fallait que se collent un certain nombre de personnes. J'ai vu dans des dossiers de RMI, j'en ai traité en 15 ans, en dehors d'autres aspects du droit de l'aide sociale, plusieurs centaines. J'ai eu les requérants venant devant moi et m'expliquer ce qu'ils avaient subi, ou l'absence et la gronderie à laquelle ils s'étaient collés. J'ai eu aussi des départements, le couteau entre les dents, venir pour avoir la peau de RMistes, mais qui n'avaient pas à leur disposition des arguments propres à me convaincre. Alors ça, c'était, qu'est-ce qu'on fait? Un droit avec une contrepartie, ou deux droits. Je crois que ceux qui avaient vraiment compris ce qui était à ce moment-là dans l'air, même Boulard s'était rallié à ça, c'était deux droits. Mais alors, il y avait d'autres questions. Est-ce qu'il fallait un droit par cellule de vie, tenant compte par ménage, cellule de vie ou ménage, ces deux expressions qui peuvent se valoir l'une l'autre, tenant compte du nombre de bouches à nourrir, ou un droit individuel? C'est un débat considérable. Pour différentes raisons, ATD, Carmonde, dont la jonction inespérée avec la Ligue des droits de l'homme, deux cultures différentes, sur le thème de la lutte contre la pauvreté, droits de l'homme, le droit de bouffer, droits de l'homme, et aussi avec Coluche, a joué un rôle essentiel pour entraîner l'opinion et même les pouvoirs. ATD hésitait, ça dépendait des jours et de qui. C'était plutôt le ménage. Ça changera plus tard. Car notamment à l'époque du rapport qu'à la demande de Wallenberg, j'ai animé, et qui était fait par une remarquable économiste quelques années plus tard, ATD était déjà pour le droit individuel. Je ne sais pas si c'est nouveau, pas basculé dans un autre sens, on ne sait jamais. Alors ensuite, est-ce qu'il fallait des prestations individuelles, différentielles, pour atteindre le niveau garanti? Ou est-ce qu'il fallait, en tenant compte des autres ressources perçues par les bénéficiaires potentiels, soit du fait de leur industrie, soit du fait de différentes catégories de prestations sociales déjà acquises, ou de prestations du genre pension alimentaire? C'était pas évident non plus pour ATD, obsédé, on peut les comprendre, par l'idée des prestations familiales, droits de l'enfant, etc., que l'on pouvait inclure les prestations familiales dans les bases de calcul
du RMI en tenant compte de ces prestations avec d'autres ressources pour calculer juste le différentiel. Mais finalement, on a choisi le différentiel, à la fois pour des raisons de coût, de cohérence. On est très loin de l'idée de revenu universel ou de quelque chose de ce genre. Le problème étant que l'expérience a prouvé, et là, c'est surtout mes 15 ans de juridiction nationale d'appel de l'aide sociale qui ont nourri cette expérience, que beaucoup de gens n'ont jamais compris, parce qu'on ne leur a jamais expliqué. Beaucoup de guichets ont été durablement impossibles de s'y retrouver, se réveillant un beau jour en assignant des indus que les gens ne pourraient jamais payer. Donc les prestations différentielles n'ont pas été un cadeau, mais c'était la solution qui a paru plausible. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour les jeunes? À partir de quand leur donnerait-on ce viatique? Pas trop tôt, parce qu'il ne fallait quand même pas qu'ils passent de l'école, du foyer parental à une allocation qui ne les encouragerait pas à se lancer dans la vie. Mais tout de même, s'ils étaient eux-mêmes, du fait d'avoir créé un ménage chargé d'âme, il fallait leur donner quelque chose. Donc on a tranché la poire en deux en donnant, a priori pas aux jeunes, sauf si ils avaient déjà fondé un ménage. Qu'est-ce qu'on allait faire pour les étrangers? Oh là là! Et à partir de quelle durée de résidence? Les petits déjeuners du Premier ministre, en présence ou non de Marie-Thérèse Join-Lambert et de quelques autres, quelquefois de gens de chez Evin, avec Boulard et moi, ont permis de trancher de façon raisonnablement acceptable la question des jeunes et la question des étrangers. J'avais cru qu'était tranché aussi le sort des détenus, des gens en prison, car j'avais à ce sujet de bons souvenirs de la façon dont on leur avait appliqué la loi sur la formation professionnelle de 71 à la grande époque de Jacques Delors, et en ayant obtenu la caution de Chaban-Delmas personnellement. On a appliqué la législation de la formation professionnelle dans les prisons. Les gens reçoivent des indemnités de formation professionnelle pour se former en prison quand ils n'ont pas le travail auquel ils sont tenus et auquel ils ont droit. Mais à la suite d'un certain nombre d'échauffourées, on n'appliquera pas au-delà d'un an le RMI aux détenus. Alors, à la fin des fins, après combien ça coûte, quels sont les différents aspects du périmètre, la question, évidemment, planétaire de la répartition de la charge et de l'aspect gratifiant du versement des prestations entre les différents échelons de gestion de la vie collective, l'État, les départements ou d'autres. Le choix qui a été fait, ça a été de dire l'État paye la prestation. Et non seulement il la paye, mais en plus, ça se voit que c'est lui qui la paye. Et en revanche, l'insertion, c'est les collectivités locales, les départements qui vont payer. Et pour être sûr qu'ils payent vraiment, pour être sûr qu'ils s'y collent, ils vont devoir attester d'un niveau minimum de dépenses. Ce deal avait sa logique, mais ça c'est Van Leyenberg et Fragonard qui en parleront tout à l'heure, donc je ne m'y attarde pas, mais il s'est révélé que beaucoup de départements se sont constitués des magots, qui n'ont pas dépensé l'argent qu'ils auraient dû dépenser, que dans l'extrême pudeur et de son souci de ne pas ébranler les assises de la République, Fragonard notamment, mais d'autres aussi, n'a pas épinglé, même quand les statistiques le révélaient, qui s'était plus ou moins bien conduit. Et puis les temps se sont écoulés, nécessité faisant loi, le droit étant mis en accord avec les faits. On en est venu après, mais après, c'est plus à moi d'en parler. On en est venu à faire en sorte que ce soit les collectivités départementales qui soient le pivot
de la chose, de tout, qu'elle n'ait plus d'obligation de dépense, Et ceci allant plus ou moins en rapport avec une dislocation ou un appauvrissement de la pensée en matière de rapport entre le viatique et, tu es bien d'accord, n'est-ce pas, et le droit à l'insertion, comportant un droit au travail, à terme, coloré d'obligations, mais l'insertion, une sorte de droit, est de toute façon un droit qu'on ne peut exercer que si on vous en donne les moyens. Parmi les contacts avec Michel Rocard, ceux du petit déjeuner et quelques autres, car nous avions, depuis mon enfance, à travers mon frère, un passé commun, il y a eu des moments où, sans m'accuser pas plus que Jean-Claude Boulard, contrairement à l'auteur dont j'ai parlé, de peser insupportablement sur lui, il m'a dit qu'il était triste que je lui en veuille, ou ait l'air parfois de lui en vouloir, sur une expression que je trouve bien de lui et amusante, que son marteau-pilon, qu'il était bien obligé de faire tomber toutes les 2 ou 3 minutes, ne tombe pas toujours juste. Mais ça faisait partie de son sens à la fois de la modestie et de la provocation. Alors je conclurai en disant que je n'ai jamais tenu la loi de 88, je vais dire 100 fois, que pour une étape, en attendant mieux vers une vraie garantie minimum de ressources, conçue selon des critères, si possible, plus évolués que ceux sur lesquels elle reposait. C'est ce que j'ai fait valoir, en tout cas quand Pierre Van Herenbach m'a demandé de présider un groupe de travail du plan quelques années plus tard sur le sujet, où on a proposé beaucoup de modifications. Je ne dirai pas lesquelles, Bertrand en parlera peut-être. Je regrette qu'une partie des propositions faites dans ce rapport n'ait pas été retenue par les futurs réformateurs. Pour conclure, je dirais que le RMI n'était pas une grande chose, mais que je ne suis pas convaincu que les toilettes qui en ont été faites ensuite lui aient permis d'en être une plus grande. Et pour ce qui est du revenu universel, je dirais que ce mixte, il n'y a pas d'offense, hein. Ce mixte de rêves, d'une certaine manière millénariste, et de fantasmes autour de passe-passe fiscalistes, procède, j'en avais parlé avec Stolleru, j'en avais parlé avec bien d'autres, procède d'une démarche tout à fait différente, dont je n'arrive pas, bien que j'ai été juge fiscal pendant un certain nombre d'années, et meilleur fiscaliste que spécialiste de droit social pendant un certain temps, dont je n'arrive pas à voir comment elle est réalisable sans qu'un certain nombre de personnes se fassent avoir, à moins que nous soyons tout à la fois dans un état d'aisance, dans un état de sérénité sociale. Et là, on parle rocardien, et dans une capacité à dire même ce qui n'est pas déjà dans les habitudes, avec à la fois transparence et volontarisme. J'ai vu des gens tiltés pendant votre intervention, donc ils auront le temps de poser des questions après. On va revenir parce qu'effectivement, une des spécificités du RMI, c'est l'évaluation qui était prévue. Donc à vous de vous expliquer en quoi ça a consisté et quelles leçons on peut en tirer. Alors, il est dommage que Dominique Lefebvre, qui a été un des artisans du cabinet de Code des Vins et de Michel Rocard du RMI, ne soit pas là pour rendre compte dans la foulée de Jean-Michel. Voilà. Et je vais peut-être vous décevoir parce que je vais
je vais me mettre en posture d'évaluateur sur 3 ans et j'attendrai avec avidité ce que Bertrand Fragonard pourra nous dire sur la suite. Alors, originalité, oui. Donc, la loi du 1er décembre 88 instaurant le RMI, dans son article 52, prévoit son évaluation pour que 3 ans après, le Parlement puisse se ressaisir de la loi, hors le titre 1, c'est-à-dire le principe du revenu minimum d'insertion. Tout le reste étant remise éventuellement en question au vu de l'observation accumulée donc, durant ces trois années. Alors, avant de me replonger dans mes dossiers, comme l'a fait Bernard Poignant, pas tout à fait toutes mes notes, mais je me suis dit pourquoi il y a eu une évaluation. Donc, je livre tout de suite d'entrée de jeu. Je pense qu'il y a 3 raisons. On pense tout de suite à la plus fondamentale, ce qui a été introduit par Sylvie Dubac et par vous-même, développer une culture de l'évaluation enfin dans notre pays. Et portée notamment par les milieux, soyons clairs, rocardiens. C'est toute... Pierre-Rosan Vallon, dans son livre, met l'accent sur Patrick Vivray, bien entendu, et je citerai Patrick Vivray ensuite. Nous n'avions pas la culture de l'évaluation. Voilà, contrairement aux Américains, qui, bien qu'ayant copié la planification française avec le PPBS, avaient développé le JAO, donc l'organe d'évaluation avec des moyens énormes. Et on attend toujours que le Parlement français s'en donne les moyens aussi à la hauteur du Parlement américain. C'est une première raison, mais il y en a une autre, je pense que, et j'ai redécouvert ça en reparcourant tous mes papiers, c'est que on ne connaissait pas exactement quel était le public qui serait visé par le RMI. Des exemples, il y en avait, l'expérience de Rennes, l'expérience d'Ille-et-Vilaine, de Besançon. Est-ce que les publics à venir, pour clore en quelque sorte notre système d'aide sociale et de protection sociale, où il y avait des trous, est-ce un public du type Emmaüs, l'Abbé Pierre, 54, ou ATD Quart-Monde, ou un public, les nouveaux pauvres de René Lenoir. On ne savait pas, mais on sentait bien qu'il y avait une modification dans la pauvreté liée notamment au développement du chômage de masse, bien entendu. Donc il y a eu cette hésitation en disant, si on loupe notre dispositif, nos objectifs, on pourra redresser ça au bout de 3 années. Puis il y a une troisième raison, je crois, justement, qui est liée à celle-là, mieux connaître les processus d'exclusion et de pauvreté. Alors je voudrais d'abord revenir sur cette volonté d'évaluation qui marque très profondément Michel Rocard et ses soutiens, dire ce qui a été retenu comme dispositif institutionnel, venir aux principales analyses et conclusions de la commission d'évaluation, puis en tirer des enseignements pour aujourd'hui, laissant le soin à Bertrand Fragonard de brosser tout ce qui s'est passé de 1992 à maintenant. Alors, une volonté de développement de la culture de l'évaluation. J'ai vécu ma nomination comme président. En fait, j'ai été nommé parce que j'étais ce que j'appelle un marginal séquent, c'est-à-dire deuxième gauche, CFDT, donc permanent CFDT, ex-permanent CFDT, homme d'entreprise, j'étais à Saint-Gobain à ce moment-là. Voilà, et puis venant d'une culture démocrate chrétienne, mais rocardienne et delorien ensuite, donc c'était certainement ça qui a conduit à ce qu'on me retienne. J'ai vécu comme une première. C'était une expérimentation. On n'avait pas de bonnes pratiques à se mettre sous la dent pour savoir comment démarrer, et démarrer avec un objectif de rendre un rapport 2 années et demie après, et encore 2 ans après, puisque la commission a été nommée en septembre 89, c'est-à-dire 10 mois après la loi. Et c'était aussi, donc je joue sur les mots, une première d'un cycle d'évaluation porté par le commissariat général du plan, avec Pierre-Yves Cosset et ensuite Jean-Baptiste de Foucault ici présent, et qui a été porté par une petite cellule qui s'appelait le Conseil scientifique de l'évaluation, dont l'animateur a été longtemps Bernard Perret.
une première donc, série d'évaluations. Donc l'arrivée, en fait, ceci était lié à cette réflexion de tous ceux qui portaient l'idée d'une France beaucoup plus décentralisée, d'un progrès dans la démocratie, l'appropriation des objectifs politiques au plus près des gens, l'idée d'expérimentation. Un colloque en 1977 avait eu lieu au niveau de ce qu'on peut appeler la deuxième gauche, et l'arrivée donc de Michel Rocard à Matignon, de Lionel Soluru, qui est à ce moment-là secrétaire d'État au plan et qui porte aussi le dossier. Cette arrivée conduit à une commande à Patrick Vivray sur la manière de développer les processus d'évaluation dans notre pays. Processus d'évaluation que Patrick pour développer le processus d'évaluation, il pose 3 principes. Donc je les donne parce qu'elles touchent encore aujourd'hui la question de la relation entre le savoir et le peuple, puisqu'on dit le peuple aujourd'hui, enfin la demande sociale, comme on disait dans le passé. Elle pose cette question-là et il met dans son rapport, il pose 3 exigences. La première exigence, une exigence méthodologique, puisqu'il s'agit de distinguer l'évaluation du contrôle. Et il met fortement, bien entendu, à ce moment-là, l'accent sur les effets de la politique décidée. Partir des effets, regarder les effets pour ensuite relire les objectifs de la politique. Il pose aussi une exigence démocratique en permettant la conduite de l'évaluation de manière transparente, je le lis, et une exigence d'indépendance qui puisse permettre de distinguer l'évaluateur de l'instance gestionnaire, en l'occurrence la DIRMI, que Bertrand Fragonard était appelé à animer. Il ne niait pas dans son rapport que l'auto-évaluation, ce que d'autres ont pu appeler l'évaluation endoformative, était nécessaire, mais elle ne saurait tenir lieu, ajoute-t-il, d'évaluation externe indépendante. Je ne sais si on a fait le bilan du Conseil scientifique de l'évaluation. On pourra, les uns et les autres, en reparler ailleurs. Je ne vais pas m'étendre, mais je pense que ça a été une structure relativement lourde, parce qu'il y a des exigences scientifiques qui ont été posées. Le France Stratégie vient de reprendre le dossier à travers un certain nombre de séminaires pour essayer de clarifier les démarches d'évaluation. A-t-on aussi mené une évaluation des études d'impact? Jean-Michel Bélorgey vient d'en parler en disant qu'il n'y en avait pas à ce moment-là, mais il y avait l'idée pour que toute loi soit précédée d'une étude d'impact. Je ne pense pas, je n'ai pas lu d'évaluation de ce qui a été fait en termes d'études d'impact. Et nous constatons aujourd'hui la difficulté, malgré l'engagement du président de la République actuelle, à ce que le Parlement développe l'évaluation. Ça reste un énorme point d'interrogation pour ma part. Je me souviens que, quand j'étais chef de service social au commissariat au plan, j'étais voir Pierre-Mille Muri qui m'a houspillé, pour ne pas dire plus, en disant « Mais que fait le plan en termes d'évaluation ?» À l'époque, on était passé par une phase de base eau, mais la question est posée au Parlement. Le Parlement, ces derniers mois, m'a-t-on dit, s'est reporté vers la France Stratégie pour acquérir des équipes de France Stratégie. Ce problème n'est pas celui-là. C'est la reconversion des administrateurs de l'Assemblée nationale ou la création de nouveaux moyens à la hauteur de ce que font les Américains. Voilà, développement d'une culture d'évaluation. On peut s'interroger, je me suis interrogé, je le livre, mais bon, comme ça, un peu par plaisanterie. Pourquoi a-t-on voulu faire comme première évaluation la loi sur le RMI, alors que ça a été une loi consensuelle? Alors, Jean-Michel a bien indiqué que le consensus a été longuement
élaboré et qu'il y a encore même aujourd'hui des désaccords concernant la lecture de ce consensus. Je crois qu'il y a eu tout un travail, et ça a été démontré, de rapprochement des points de vue qui a permis ce consensus. Sur la question de l'assistanat, la question des immigrés, j'ai eu de nombreux contacts avec certains élus de l'opposition de l'époque pour pouvoir commencer à leur donner les éléments de langage, comme on dit maintenant, de façon à pouvoir négocier au sein de leur groupe parlementaire leur adhésion à l'évaluation, d'une certaine manière. Vous savez, la PCG, qui était l'Assemblée des départements de France de l'époque, dès qu'on parlait de cogestion du dispositif, montait au créneau. Voilà. Bon. Deuxième point, un important dispositif a été mis en place. Je ne me rappelle plus du moyen financier, mais ils étaient extrêmement importants que le commissariat au plan avait réussi à obtenir de Matignon à l'époque. Et la commission a disposé d'une mobilisation de toutes les administrations d'études et de recherche comme jamais on a pu mobiliser sur un grand sujet, celui de la pauvreté, comme on n'a jamais pu les mobiliser sur d'autres sujets. Cette commission nationale a été installée en septembre 89 et elle comprenait des poids lourds. Moi, j'étais un petit avec des poids lourds. Nicole Questiot. De Nicole Questiot à Marie-Thérèse Join-Lambert, en passant par Gabriel Oex, ou Hervé Serriex, ou Hélène Gissereau. Nicole Questiot, une petite anecdote, il y en a eu quelques-unes. Nicole Questiot a accepté de venir dans la commission, m'a-t-elle dit, parce que c'était moi, ex-syndicaliste, parce qu'elle ne croyait pas au RMI. Elle pensait que... Pas au RMI, c'est ça ? Oui, oui, parce que... Elle s'y est mise. Elle s'y est mise, mais bien sûr, en quelques semaines, il n'y a pas eu de problème. J'ai joué mon rôle. C'est la Voilà. roque qui, jusqu'au Voilà. bout, n'a jamais réussi. Pourquoi ? Parce que pour elle, le problème était essentiellement, vu la carte de France des RMistes qui se calaient, comme l'avait démontré Bertrand Fragonard très vite, sur la carte du chômage, la question était la création d'emplois, bien entendu. Marie-Thérèse Join-Lambert avait été à la manœuvre pour les arbitrages concernant la loi. Mais si je cite ces noms, j'étais honoré de travailler avec eux, avec elle et avec eux, enfin les autres membres de la commission, dont Patrick Vivray. Donc une commission pas facile à gérer, mais tous ont soutenu la démarche d'évaluation. Et très vite, le scepticisme s'est envolé pour aborder vraiment chacune des dimensions que posait l'application de cette politique et de s'interroger, bien entendu, sur les objectifs à atteindre. Si j'insiste là-dessus, c'est que j'ai connu un problème. Comme toujours dans ce type de commission, pour en tirer des enseignements pour plus tard, c'est que nous avions lancé des tas d'études, et notamment des séminaires de recherche, et l'un d'entre eux, extrêmement important, sur l'insertion du RMI dans le système de protection sociale et d'aide sociale. Bertrand Fragonard et moi-même participions à ce séminaire, et là, on se mettait côte à côte, malgré le fait que nous étions distants d'une certaine manière par nos fonctions, pour étudier avec Jean-Marc Dupuis, Henri Noguès et Bernard Gazier, étudier la protection. Et c'est dans ce cadre que nous avions regardé la question de l'impôt négatif, par exemple. Donc, ce qui peut se rattacher, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans ma conclusion, à la question du revenu universel, et qu'on avait beaucoup progressé dans ceci, mais je n'étais pas accompagné dans ce travail intellectuel avec les meilleurs chercheurs sur cette question en France par les autres membres de la commission. Et au moment de venir sur cette question de l'articulation des progrès possibles à faire pour aller vers un système une protection sociale plus complète au total, même si le RMI venait en complément de tout ce qui avait été fait auparavant, ça n'a pas été possible parce que, étant d'accord sur l'objectif du RMI, certaines modifications, il ne s'agissait pas de provoquer une révolution dans la conception de la protection sociale. Mieux valait mettre l'accent sur des points particuliers sur lesquels nous étions certains que les pouvoirs publics allaient pouvoir s'avancer.
Voilà ce que je voulais vous dire sur l'important dispositif institutionnel, étant donné que le rythme soutenu des travaux, le lancement de nombreuses recherches, la mobilisation, comme j'ai dit, des services d'études et de recherche des différentes institutions a été importante et qu'elle a permis, comme le dit un papier de 2006 de Bouchou, Ouzel et Houtin, a permis réellement une avancée dans la connaissance des processus d'exclusion. C'était un moment des styles d'approche pluraliste dans les objectifs et dans les méthodes. Alors, la posture que nous avons prise dans cette commission était une posture que souhaitait Patrick Vivray. Nous n'étions pas obligés à suivre l'idée de Patrick Vivray d'avoir une posture externe au total, parce que nous pouvions effectivement nous interroger pour conduire une évaluation que les spécialistes appellent endoformative, c'est-à-dire quelque chose qui permette d'entendre la parole des gens et de faire bouger les comportements. Nous sommes restés sur cette posture externe, mais en partant d'un examen des demandes des gens, d'où le panel Credoc qui a été un instrument extrêmement important dans notre travail, et d'un examen des effets des politiques sur les personnes. C'est un point, me semble-t-il, extrêmement important. Et la dynamique que nous avions réussi à lancer, 32 déplacements en département, par exemple, sur 1 an et demi de ma part, beaucoup d'études financées, décentralisées, etc., a certainement contribué là à quelque chose, à faire mouvement. Outre la qualité de l'animation de la DIRMI sous la responsabilité de Bertrand Fragonard, qui a fait bouger les choses dans le pays, nous avons participé effectivement à renforcer en quelque sorte la dynamique. Et lorsque Gérard Adam, dans le journal La Croix, et Athénée Carmonde, en mars 92, ont critiqué le rapport en disant qu'il ne donnait pas la parole aux intéressés, j'en ai été meurtri. Alors, les principales, le temps passe, analyses et conclusions de la Commission nationale d'évaluation. Voilà, sommairement. Je ne veux pas vous aligner trop de chiffres, pas du tout. Je vais me centrer sur ce qui m'apparaît comme l'essentiel. Nous disions avec unanimité au niveau de la Commission, et là je vais lire quelques phrases, le RMI a constitué une avancée sociale et juridique indéniable en donnant au cours de ces 3 années, donc on n'a pas beaucoup de profondeur, 3 ans, le panel par exemple du Credoc, c'était 4 points d'observation sur 1 an et demi. Il a apporté beaucoup d'enseignements, mais ça ne donne pas beaucoup de profondeur sur les effets de la politique ou des outils mis en avant. Le RMI, sur ces 3 ans, a permis donc l'accès, le droit à des conditions convenables d'existence à 950 000 personnes sur 2 années et demie, en fait, 2 années et demie. 2 millions d'ayants droit, étant donné qu'en instantané, en fin 91, on avait 570 000 bénéficiaires. Ça, c'est pour donner des chiffres, étant donné que les chiffres d'aujourd'hui sont nettement supérieurs, mais avec le RSA activité, c'est toujours très difficile de s'y retrouver. Il a redonné, disions-nous, une dignité à des personnes, et nous n'avons pas été contestés là-dessus, à des personnes, j'ai dit, pas toutes. Il a renversé la relation classique d'assistance. Il est effectivement parvenu à assurer aux allocataires une certaine sécurité matérielle et une amélioration de leurs conditions de vie. Même si, alors là je rentre dans les propositions, nous demandions une certaine amélioration du niveau du RMI par la suppression du forfait logement. Je ne rentre pas dans la technique, mais qui pouvait donner pour un isolé un gain de 262 francs. 262 francs, donc vous faites la conversion en euros. L'augmentation de la 3e part, voilà, et la convergence, j'y reviendrai tout à l'heure, des règles et niveaux entre le RMI, l'API, l'ASS, à défaut de les fusionner immédiatement, étant donné que la qualité du système de protection sociale français, c'était d'avoir des allocations ciblées, et puis il y avait un grand trou. Il y avait bien entendu un grand trou. Et plus de rapidité dans la liquidation des droits. Et nous continuions
et c'est sur ça que je voudrais mettre l'accent maintenant. En revanche, en tant que dispositif d'insertion, et je partage tout à fait l'analyse de Jean-Michel Bélorgey, nous en avons parlé longuement, il s'agit d'un droit à l'insertion, donc d'un double droit. Droit à un revenu, droit à l'insertion, c'est-à-dire à une mobilisation de la société pour permettre l'insertion. En tant que dispositif d'insertion, il a suscité une dynamique encore insuffisante au regard des espoirs qu'il avait soulevés chez les bénéficiaires. Soyons clairs, au départ du RMI, début 90, 60% des bénéficiaires souhaitaient le retour à l'emploi. Les conditions d'entrée dans le processus d'insertion, disions-nous, ont été massivement réalisées grâce à la généralisation du suivi social. 60% de gens ont bénéficié de RMI, ont bénéficié d'un contrat d'insertion, à des actions d'insertion proposées ou non dans les contrats. Mais l'insertion définitive reste problématique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, insertion définitive? C'est ça. Le risque pour une grande partie est d'aller vers un état transitoire durable, disons-nous, entre exclusion et insertion définitive, assimilée à l'accès à l'emploi par la quasi-totalité des intervenants, entre l'écueil de mobilisation sans objet pour les plus abîmés, ce qui avait été souligné dans les débats, surtout au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale, et le cantonnement durable hors travail, le RMI devrait être considéré pour la majorité des bénéficiaires comme un tremplin pour une intégration sociale et économique durable, non comme un aboutissement. Ce jugement, avec le recul, peut être considéré comme une alerte sérieuse. Que s'était-il passé durant ces années-là? Il faut replacer. Des raisons importantes sont à souligner. En fin 90, le contexte économique n'était pas très favorable. Il y avait une baisse importante de la création d'emplois. Le dispositif avait connu une période de rodage, tout à fait naturelle. Il y avait eu des difficultés, mais peut-être que Bertrand reviendra là-dessus tout à l'heure, des difficultés de montée en puissance de la mobilisation des contrats des CES, on en a parlé tout à l'heure, des contrats d'emploi solidarité et des creux, les contrats de retour à l'emploi pour l'entreprise ordinaire. La mobilisation de la NPE a posé quelques problèmes, me semble-t-il, vous me confirmerez. Voilà, parce qu'il était un peu à côté. J'y reviens tout de suite. La Commission, ne niant pas ces faits, a mis cependant l'accent sur la faille principale. Je voudrais retenir ça parce que c'est des enseignements pour aujourd'hui. Alors que 60% des RMI désiraient l'emploi, les conceptions de l'insertion, toutes généreusement orientées vers l'insertion professionnelle, l'étaient selon deux logiques différentes, aux résultats différents. Unanime sur la nécessité de combiner des actions sur la santé, le logement, l'insertion, l'aide à la mobilité. La différence résidait entre ceux qui exigeaient d'abord au préalable un diagnostic perfectionné et une préparation de longue haleine avant de penser à l'insertion professionnelle des individus. Donc on a cherché à adapter l'individu progressivement au marché du travail, une conception qui a été largement marquée par la participation dominante au dispositif des travailleurs sociaux, par ailleurs généreux, qui ont beaucoup donné pour le lancement et la réussite du RMI, qui se sont beaucoup fatigués ensuite, et qui étaient donc fortement mobilisés. Et une deuxième conception, celle qui pouvait avoir été réfléchie par exemple par Bertrand Schwartz, précédemment, dès 1980, concernant les jeunes, ceux qui mettaient en priorité l'affrontement de l'individu au réel, par une expérience aussi systématique et rapide que possible du travail. C'est moi qui parle là, c'est pas le rapport, mais je le dis dans mon langage d'aujourd'hui, accompagné d'un accompagnement social qu'il ne faut pas nier, permettant des diagnostics in situ, déclenchant la prise de conscience de problèmes nouveaux à traiter. Cette conception était minoritaire. Et cette conception devait conduire à agir à ce moment-là sur les stratégies de gestion de la main-d'œuvre des entreprises, chose compliquée à faire, je suis bien d'accord, et surtout à des formes de stratégie de développement économique et local que les CLI, les comités, les conseils locaux d'insertion, c'était ça, dont ils n'avaient pas la responsabilité, tout au moins à l'époque, puisqu'ils étaient chargés d'instruire en quelque sorte les dossiers de RMI.
toujours ces deux approches sont présentes aujourd'hui. Il faut penser le rapport au travail. Aussi, disions-nous que le second volet de l'insertion, celui de l'engagement, c'était mis comme ça dans la loi, l'engagement de la collectivité, implicitement contenu dans la notion de contrat, et porté par le second objectif de la loi, l'impératif national d'insertion, ne s'est limité qu'à une demande d'instrument de l'État, extrêmement important, les CREUS, les CES, etc. Mais elle n'a pas mobilisé plus que ça, la mobilisation locale sur une réponse socio-économique locale, alors qu'un peu plus tard, la loi Besson, donc c'est par le même gouvernement, sur la question du logement, suscite une mobilisation locale pour développer une offre de logement pour les publics défavorisés. Donc on a, pour le logement, des leçons ont été tirées tout de même de nos conclusions, me semble-t-il. D'où la priorité évoquée par la Commission nationale d'évaluation sur la priorité mise sur l'association des acteurs économiques au dispositif et la mobilisation sur les territoires à la recherche de solutions socio-économiques innovantes. Ce jugement global, bien entendu, je lis là, conduit la Commission à proposer une nouvelle ambition pour le RMI. Les amendements qui devraient être apportés à la loi, dont l'architecture globale reste valide, doivent à la fois réaffirmer et consolider les droits des intéressés et donner toutes ses chances à l'insertion socio-économique des bénéficiaires. Je pense qu'au vu des suites, j'aurais été certainement plus dur dans mon expression. Parce que je vais tirer maintenant quelques conclusions pour nos débats actuels. Cette alerte, avec le recul, c'était une alerte. Il fallait aller plus loin dans l'ambition nationale. Il n'a pas été suffisamment entendu. Le jugement positif porté par la Commission a certainement été considéré comme un satisfecit total, donné au saut qui venait d'être accompli, parce qu'il y a eu un saut formidable qui a été accompli en décembre 88 dans notre aide sociale et notre protection sociale, alors qu'il restait beaucoup à faire, atteindre l'ambition de l'insertion. C'est pour ça que le titre du rapport, c'était le pari de l'insertion. Première question, dont je rentre une série de trois remarques. Eu égard à notre activité, faut-il toujours dans ce pays durcir le trait pour que les choses soient entendues? Et est-ce le rôle des évaluateurs? Je pense que ce n'est pas le rôle des évaluateurs. Mais au vu de ce qui s'est passé ensuite, j'aurais demandé à la Commission de me suivre pour aller encore plus loin dans ce que nous voulions dire. Plus tard, alors que nous constations l'action positive de nos politiques sur le dernier quintil, ça je parle de mon expérience au commissariat au plan, de la population. On a fait beaucoup avec le RMI. La statistique nous indiquait le placement des revenus dans les 2 derniers déciles de la distribution. On parlait des travailleurs pauvres, le cercle ou le CDE, le cercle de Jacques Delors. Des réponses ont été apportées. Le RSA activité, il est parti, Hirsch, ou plus récemment l'action à la racine sur les enfants pauvres. Mais qu'a-t-on introduit comme réflexion sur les conséquences des injonctions qui ont conduit à la France périphérique? On avait la connaissance statistique, nous n'avons pas été, et je me mets en cause aussi, plus loin pour reprendre cette idée forte de cette évaluation, réclamée par Patrick Livret dans son rapport, de partir des effets des politiques sur les personnes et de partir des points de vue des intéressés. Il y a là tout un champ d'interrogation sur la manière dont nous pensons en amont les politiques publiques, me semble-t-il. Seconde remarque extrêmement importante, celle-là, notamment dans le débat à avoir avec les tenants du revenu universel, l'importance de l'accompagnement. J'ai mis l'accent sur la formidable mobilisation des travailleurs sociaux et, j'allais dire, le fait que nous n'ayons pas mobilisé à la hauteur d'autres acteurs du marché de l'emploi, que ce soit la NPE ou que ce soit effectivement les entreprises ou les collectivités territoriales. C'est une question majeure aujourd'hui. Pas simplement pour les pauvres.
mais pour l'énorme effort de reconversion, adaptation, formation qui doit accompagner les transitions numériques et écologiques. Le COE, le Conseil d'orientation de l'emploi, a montré que dans les années qui viennent, 50% des emplois seront impactés, non pas disparaîtront, 10-15% d'emplois disparaîtront, mais les autres seront impactés par ces changements, surtout numériques, dit le CE. Dans les années 90, c'était le retour à l'emploi qu'il fallait privilégier par la mise à l'étrier, ce que j'ai dit tout à l'heure, ou la mise à la preuve le plus vite possible. Ce n'est pas abandonné aujourd'hui, même si c'est un peu plus compliqué qu'hier, étant donné l'instabilité des métiers qu'on peut proposer et l'invisibilité de certains métiers, bien entendu. L'expérience territoire zéro chômeur qu'a réussi à obtenir ATD Quart Monde, à force d'obstination, et on sait très bien l'obstination des responsables successifs d'ATD Quart Monde, qui est en quelque sorte expérience territoire zéro chômeur, qui est en quelque sorte la mise en œuvre avec retard de l'amendement de Foucault, l'article 31 de la loi, fait partie de la panoplie à développer. Où en sont les départements? C'est là où on doit interroger, qui sont maîtres d'œuvre normalement dans l'insertion, mais comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je mets l'accent sur les territoires locaux, sur les commissions locales d'insertion et leur capacité à développer des stratégies de développement socio-économique. Enfin, et dernièrement, sur le revenu universel. L'idée était déjà en l'air à l'époque. Elle revient régulièrement, par période. Des accès de fièvre. Léon Bresson, qui en était le porte-parole à l'époque, était membre de notre comité d'études et de recherche. Et avec Jean-Baptiste Foucault, nous l'avions rencontré. Et on avait été effarés du coût que ça représentait. Et nous disait-il, faisons de la création monétaire, c'est-à-dire du déficit maintenant, on dirait. Mais bien entendu. La Commission n'a pas retenu cette piste de travail pour les raisons que j'ai déjà indiquées tout à l'heure. Elle a mis l'accent sur l'harmonisation des minima sociaux, sur laquelle Bertrand Fragonard a beaucoup réfléchi et agi, et donc il lui revient tout à l'heure d'en parler. En fait, on ne peut pas reconstruire un système de protection sociale comme ça en foutant en l'air l'ancien. Donc c'est un des obstacles majeurs à l'idée de revenu universel. La CNE s'est centrée principalement à ce moment-là sur l'harmonisation des revenus et sur la question des jeunes. Je passe très vite. Certains d'entre vous connaissent peut-être les travaux que j'ai pu mener sur le revenu universel, soit dans le rapport Boissonnat en 1995, soit dans une contribution que j'ai faite aux travaux de la Fonda sur le revenu universel. Un des gros défauts, j'en terminerai par là, et je ne dirai plus d'autre chose, un des grands défauts de l'idée réside dans le fait qu'elle ne s'intéresse qu'à l'aspect monétaire, sans voir tous les autres aspects qui se posent différentes formes d'accompagnement. C'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure l'accent sur l'accompagnement. Si Gors, à la fin de sa vie, c'est tout de même un de nos maîtres à penser, André Gors, avait viré sa cutie et était devenu adepte de revenu universel par désenchantement vis-à-vis du potentiel de transformation sociale du mouvement ouvrier, nous ne sommes pas obligés de le suivre aujourd'hui. L'émancipation individuelle pour laquelle Michel Rocard s'est battu se fait aussi dans le cadre de l'émancipation collective et à l'épreuve des faits, la vie réelle, de la transformation de la nature qu'est le travail, donc dans le combat, et si possible le combat syndical dont je fus un des animateurs. Une petite remarque sur l'évaluation. Je n'ai pas du tout le même souvenir que Pierre sur l'évaluation. L'origine de l'évaluation, c'est le fait que M. Barre avait conditionné l'accord du groupe centriste au fait que la loi serait expérimentale. Et c'est bien ça qui a amené à ce qu'on dise, moi j'avais connu ça quand Simone Veil avait fait la loi de 75 sur l'avortement, qui était elle aussi provisoire et a donné lieu à une deuxième loi. Donc l'origine, c'est bien M. Barre. Et m'engouffrant derrière, j'ai obtenu, au nom de M. Barre, le fait qu'on dote la commission d'une recette en pourcentage du chiffre d'affaires du RNI. Alors, je viens maintenant à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est resté? Quels sont les arbitrages initiaux? Comment ils ont évolué? Alors, premier arbitrage initial, on a parlé, est-ce qu'il faut faire une prestation différentielle?
on est resté fondamentalement pendant des années sur l'idée que c'était la bonne mécanique. Et au bout d'un temps, quand on veut ébranler une prestation différentielle, on mesure la difficulté de choisir un autre système et surtout de basculer. Ceci étant, tout le monde voit bien que dans la prestation différentielle, on a probablement un effet significatif sur l'accès au droit, c'est-à-dire le taux de non-recours. Enfin, on n'a pas bougé sur la période, sur la nature de prestation différentielle. Il y a un deuxième point sur lequel on n'a pas bougé ou très peu bougé et qui n'est jamais abordé, c'est l'indexation du RMI. À l'origine, quand on a posé la valeur du RMI, tout le monde a dit c'est un pourcentage du SMIC. Et d'ailleurs, c'était comme ça que c'était présenté. Et au demeurant, comme les SMIC des DOM étaient différents du SMIC de la métropole, on a donné un RMI inférieur au département d'outre-mer. Donc on vivait sur l'idée que le RMI, il évoluerait comme le SMIC. Et on l'a donc indexé sur les prix, ce qui est une aberration intellectuelle majeure. Résultat, quelques années après, en 2012, le RMI a perdu 15% par rapport au SMIC, il a perdu 19% par rapport au salaire moyen, et il a perdu à peu près 20% par rapport au seuil de pauvreté. Donc là, c'est une constante impressionnante et regrettable. On inverse cette mécanique avec le gouvernement Ayrault, qui met en place une augmentation de 10%, programmée de 10%, en plus des prix. Le problème n'est pas fini, puisque, comme vous l'avez vu, on a arrêté d'augmenter le RMI, qui maintenant retrouve sa règle d'origine d'une indexation sur les prix. Et c'est très intéressant de voir que, de façon générale, dans nos systèmes de protection sociale, le grand absent, sauf sur les retraites, c'est le problème de l'indexation. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été remis en cause? La conjugalisation, c'est-à-dire le fait que l'unité à qui on attribue un droit, c'est le ménage, c'est-à-dire les parents, les enfants éventuellement, et pas du tout un droit universel. Et on voit bien que peu à peu, avec les années, et sans que ça ait touché la structure du RMI, il y a des gens qui s'interrogent sur la pertinence de basculer vers un mécanisme d'individualisation des droits. Alors, c'est un problème considérable, parce que quand on creuse, au fond, toute notre protection sociale est fondée sur le ménage, et pas du tout sur l'individu. Et donc, on a, pour l'instant, un système qui dit « il y a papa, maman, les enfants ». Qu'est-ce qui n'a pas bougé non plus? C'est l'obligation alimentaire. Problème qui peut poser, alors que c'est un problème fondamental. Quand on vote le RMI, le Parlement vote le fait que c'est subsidiaire par rapport à l'obligation alimentaire. Et c'est par une circulaire de Claude Évin qu'on neutralise l'obligation alimentaire dans le RMI. Parce que notre thèse, enfin on a beaucoup discuté avec Marie-Thérèse et Jean-Michel à l'époque, c'était qu'il ne fallait pas compliquer la vie des ménages modestes en mettant en cause le rapport ascendant ou descendant entre les enfants et les parents. Et donc nous sommes dans un système où il n'y a pas, dans la ligne descendante, d'obligation alimentaire. Et c'est très amusant, c'est lorsque on décentralise le RMI, puis qu'on reprend le texte, on garde le même article, mais à l'époque, nous, on l'avait neutralisé par circulaire. Les départements reprenaient la main. Et il y a une chose très intéressante, c'est qu'aucun département ne veut dire ce qu'il fait de l'obligation alimentaire. Ma conviction est que ça joue très marginalement. Et j'ai cru comprendre que dans certains projets qui sont actuellement en débat, on considérait qu'il faudrait peut-être revenir sur l'idée qu'après tout, un jeune ou un moins jeune qui n'a pas de revenus, il serait logique d'appeler d'abord la solidarité familiale. Et ça a beaucoup joué sur un problème qui lui aussi n'a pas bougé, qui est l'exclusion des jeunes de moins de 25 ans. Ça, c'est une constante, au fond.
Alors après, on a contourné, mais le droit universel au RMI puis au RSA pour les jeunes, on n'a pas voulu le faire. Et ma conviction, c'est qu'en partie, c'est parce qu'on savait qu'au Parlement, on retrouverait le problème de l'obligation alimentaire. J'étais persuadé en 92 qu'au moment où il fallait revoter, si on mettait les jeunes de moins de 18 ans, de 18 à 25 ans, on aurait le retour de l'obligation alimentaire. Nous ne voulions pas. Qu'est-ce qui n'a pas changé non plus beaucoup? Le lien, mais on en a beaucoup parlé, entre le volet monétaire et le volet insertion. Quand on regarde, il y a eu énormément de littérature, quelquefois un peu désagréable sur les droits, les devoirs, la contrepartie, etc. Mais concrètement, très peu de suspension de droits, très peu de suppression de droits. Tout simplement parce que la réalité dans les CLI, ce que M. Poignard a dit, c'est que c'est pas vrai. On ne supprime pas une prestation monétaire minimale parce que la personne ne se comporte pas bien au regard de critères au demeurant complexes. Par contre, ça a nourri un débat politique, ça continue à nourrir un débat politique considérable, dans lequel on voit des contorsions pittoresques. Et je m'arrêterai là, pour ne pas les qualifier. La vraie question, c'est est-ce que le lien qui a été fait, dont Jean-Michel a retracé l'origine intellectuelle, est-ce que ça a bougé? C'est-à-dire, est-ce que ça a poussé les politiques d'insertion? C'est-à-dire, est-ce qu'on a eu une meilleure politique d'insertion avec le RMI que s'il n'avait pas eu lieu? Ma conviction est que oui. Encore faut-il remarquer des choses très, très, très curieuses. Quand on voit arriver le gros de la population du RMI, qu'on ne connaissait pas, qui est l'homme célibataire, il y a une espèce d'effroi qui se traduit par le fait que, c'est pas des gens tout à fait... Et j'ai été obligé, pardon, de me battre pour que les mesures d'accès à l'emploi pour les chômeurs soient ouvertes aux allocataires du RMI. Ce n'était pas le cas. Les premières réunions interministérielles après le RMI, j'étais jamais convoqué. Alors, bien entendu, j'appelais Marie-Thérèse Lambert et je revenais par là. Si on me mettait par la porte, je revenais par la fenêtre. Mais quand il a fallu dire que les dispositifs d'aide à l'emploi étaient ouverts aux allocataires du RMI, ça a été un combat considérable. De la même façon, je rappelle que le dernier article de la loi RMI, qui est un article à l'initiative de Yvette Roudy, c'était de dire que les jeunes femmes qui touchaient l'API, qui est maintenant le RSA majoré, avaient droit, elles aussi, aux mêmes mesures d'insertion. C'est dire à quel point le monde qu'on a découvert ne correspondait pas aux pauvres tel qu'on le voyait, et ne correspondait pas aux chômeurs. Et je dirais que, pour moi, les chantiers qui ont été les plus importants pour notre équipe au RMI, ça a été d'ancrer l'idée que les mesures d'emploi devaient aller aussi aux allocataires du RMI. Il se trouve que, pour une raison que vous comprenez bien, un des arbitrages les plus cachés mais les plus fondamentaux a été de dire qu'on n'était pas obligé de s'inscrire comme chômeur quand on était au RMI. On voit très bien là. Puis peu à peu, mais Jean-Martin le dira, on a peu à peu inversé cette logique. Mais ça a clivé, ça a créé une espèce de... Et ce qui fait que les gens qui étaient soumis à une pression, au fond, se disaient, mais c'est l'insertion qui compte. Non, c'est absurde, c'est pas l'insertion qui compte, c'est les deux qui comptent. C'est pas parce qu'on réussit pas très bien l'insertion qu'il faut supprimer l'argent qu'on donne à des gens. Moi, je suis assez vulgaire. Moi, je compte l'argent. Et donc, je trouve que c'est pas absurde de donner un peu d'argent aux gens. Ça ne dispense pas de s'en occuper différemment. Et donc, on a du mal, on a des crispations. Je me souviens d'Éric Raoult. Je m'entendais très bien avec Éric Raoult. On n'avait pas tout à fait les mêmes opinions, mais on s'entendait très bien. Et un jour, il sort une interview en disant, Éric Raoult, qui était secrétaire d'État chez Gaudin à l'époque, il sort un article dans lequel il disait oui, il faut absolument que les RSA se dévouent, il faut faire quelque chose pour la société, etc. Pourquoi
par exemple, ne viendrait-il pas ranger les chaises à la kermesse de l'école privée? Alors, tous les lundis, je voyais Eric Raoult, il me dit, vous êtes une fois de plus mécontent. Je lui dis, oui. Je lui dis, mais pourquoi vous avez dit école privée? Il dit, parce que dans l'école publique, personne ne l'aurait fait. Et donc, on voit bien que derrière le vrai problème, qui est qu'est-ce qu'on sait faire pour les politiques d'insertion, il y a un discours politique, et qui est récurrent, et qui fait qu'une partie de l'opinion a fini par être convaincue, effectivement, que les allocataires du RMI, au fond, c'était pas blanc-blanc ou blanc-bleu. Alors, qu'est-ce qui n'a pas changé Qu'est-ce qui n'a pas... Ça a été vraiment un gros problème, c'est tout ce qui est l'intéressement. C'est-à-dire, on distribue une prestation différentielle. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens trouvent un autre revenu, notamment par l'emploi? Il serait absurde que leur revenu chute, ce qui est la logique d'une allocation différentielle. Donc on voit qu'on est automatiquement amené à discuter des règles d'intéressement. Alors, si je regarde l'histoire des règles d'intéressement, premièrement, c'est l'instabilité. En quelques années, on a fait 9 décrets, mais François, peut-être, je crois que c'est à peu près 9 décrets pour modifier les règles. C'est quoi les critères de l'intéressement tels qu'on les voyait à l'époque? C'est pendant combien de temps cumule-t-on un revenu d'activité et le RSA? Et quelle partie du revenu d'activité vient s'imputer sur le RSA dans une technique différentielle? Et honnêtement, nous avons énormément flotté. Pourquoi? D'abord parce que quand on a lancé le RMI, il y a eu une espèce d'euphorie, fausse d'ailleurs, qui est qu'on retrouverait rapidement de l'emploi. Et donc, au fond, avec quelques mois d'intéressement, les gens retrouveraient quelque chose qui les consolide dans l'acquisition d'un revenu durable. Donc on s'est dit, quelques mois, 6 mois, quelquefois c'était des heures, 750 heures, etc. Puis au bout d'un temps, la réalité, c'était pas ça. Donc on a allongé les durées. Comment on a fait? On a en particulier ancré l'idée que la durée était la même que les dispositifs d'emploi qu'on mobilisait. Et quand j'ai fait, avec Simone Veil, le CES consolidé, c'est-à-dire il y avait le CES, puis on prolongeait, parce que on était dans l'impasse, on a calé les mesures d'intéressement sur ces disciplines. Et la grande nouveauté, mais Martin en parlera, c'est de savoir si le changement du RSA, qui porte largement sur cet élément, a joué, à corriger, compléter, etc., puisque on peut lire à certains égards, que le RSA, c'est la pérennisation de l'intéressement sur une règle qui a été, par définition, choisie en fonction de ça. Donc, je pense que ça a été un des grands problèmes. Alors, qu'est-ce qui a beaucoup changé? C'est le financement. À l'origine, c'est l'État qui finance. Et le président Mitterrand, je crois, contre Michel Rocard, avait opté pour faire une jonction organique entre le RMI et l'impôt sur la fortune, alors que je crus comprendre, ne serait-ce que vis-à-vis de la sensibilité bariste, que ce n'était pas évident pour Michel Rocard. Donc on a dit, l'État va payer la prestation, et les départements paieront le fameux 20%. Et je me souviens très bien de Pierre Ménieri, quand j'avais été le voir, qui avait dit, vous vous trompez, il faut que les départements payent une partie de la prestation, parce que ils vont s'apercevoir que s'ils n'ont pas de politique suffisamment active, c'est eux qui paieront. L'option a été levée, le président Mitterrand a acté que c'était dans le même bain, et on s'est aperçu très naturellement que les départements traînaient les pieds. Je me souviens, c'était très amusant, M. Bartolone a déposé dans la loi de 2002 un amendement pour dire que si le département, vous voyez bien où était M. Bartholone comme département. Si le département ne dépensait pas son argent, c'était le préfet qui pouvait inscrire les dépenses d'office, ce qui est une monstruosité juridique, mais que le Parlement a voté, donc elle était certainement bonne. Donc pourquoi? Parce que les départements ne se sont pas sentis fondamentalement en charge. On a retrouvé d'ailleurs les clivages historiques.
C'est pas par hasard si on trouve les gens qui avaient fait les compléments locaux de ressources. Il y a une culture, il y a une continuité. Et donc, la réalité, c'est que les départements, au fond, ne se sont pas sentis. Alors qu'ils se sont dit, il faut les remettre dans le coup. Alors du coup, on va les faire financer le tout. Et donc, on bascule le financement du RMI, c'est des sommes quand même considérables, sur les départements, aggravant du coup la crise dont on voit les conséquences dramatiques aujourd'hui, qui est qu'on fait peser sur les départements toutes les dépenses de solidarité, c'est-à-dire vis-à-vis des personnes handicapées, les allocataires du RSA et l'aide sociale à l'enfance, etc. Et donc ils disent, nous n'avons plus d'argent, et donc ils sont entraînés à des politiques que j'appellerais fréquemment régressives, tout simplement parce qu'ils vivent une contrainte financière massive. Voilà. 17h04. Parfait. Je m'arrête. Donc on va prendre pendant un petit quart d'heure des questions de la salle. Oui, juste un mot pour compléter ce qui a été dit à propos de l'évaluation. C'est vrai que du point de vue qualitatif et politique, le dispositif pour le RMI était extraordinairement original. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait tiré toutes les conclusions. D'abord, on s'est aperçu que toute évaluation sérieuse prenait du temps. Et que si on n'a pas le temps, il ne faut pas évaluer. Ce que des corps comme l'Inspection générale des finances, auquel j'appartiens, n'a jamais voulu comprendre d'ailleurs. Bon. Mais aussi, il faut se dire qu'il faut en effet un suivi. Et que le dispositif était parfait, mais il aurait fallu le prolonger dans le temps pour qu'on voit 5 ans après, car ça n'a même pas été 3 ans, c'était trop court. Et donc on a dépensé beaucoup d'argent pour faire des échantillons, pour mettre en place des dispositifs de suivi, et c'est tombé en l'air. Donc ça veut dire aussi qu'il faut du temps, il faut aussi de l'argent. Si bien que lorsque je voyais dans des rapports, le rapport Attali, qu'à chaque fois qu'on faisait une mesure où on disait évaluation, c'est bien le faisait, parce qu'en fait, il faut cerner en effet les choses. Un mot encore sur le conseil scientifique de l'évaluation qui est suivi. On voit la première, en dehors du fait que ça a été dit, qu'administrativement c'était très lourd. Mais on voit le problème qui est du choix. Si vous prenez un sujet trop horizontal, du type logement, on voit que c'est trop gros. Il faut donc, mais la tendance des politiques sera de prendre quelque chose de tout à fait mineur. Mais où le dispositif ne sert plus à rien, c'est que lorsque les rapports ont fini par sortir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est-à-dire qu'on a fait un rapport par rapport à un autre, par rapport à bien d'autres qui sont sortis de l'administration. Donc, si l'évaluation souhaite être ça, il vaut mieux ne pas la faire. Alors peut-être faut-il reprendre l'étude d'impact, où je crois que c'est important, et puis il faudrait peut-être qu'un jour, l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord pour créer quelque chose. Mais enfin ça, il faudra peut-être encore quelques républiques pour qu'on arrive à ce que les deux assemblées travaillent ensemble et avoir un dispositif qui se rapproche même de loin à ce qui existe aux États-Unis. Vous avez dit des tas de choses intéressantes, mais vous avez dit, pardon, évaluation Assemblée nationale. J'ai été 13 ans parlementaire. J'ai renoncé ensuite à l'être. L'Assemblée nationale, dans un système de gouvernement de majorité, peut être le destinataire des évaluations. Elle ne peut pas en être le maître d'œuvre. Et toutes les décisions qui ont été faites à cet égard, notamment le fils des choix technologiques, à mes yeux, ont senti dès l'abord le souffle et ont continué à le faire. Il y a 3 pôles, il y a des gens qui font des choses, il y a des gens qui évaluent et qui doivent répondre à toutes sortes de caractéristiques d'indépendance vraie, profonde, pas d'apparence, et puis il y a le peuple souverain par ses représentants qui regarde ce qu'on peut comprendre de ce qu'il a voté en comprenant ou non. On aimerait qu'il comprenne après, s'il n'a pas compris avant. Mais c'est pas lui qui va infléchir le diagnostic et se l'auto-digérer, en tout cas pas en gouvernement de majorité. Je suis Sonia Rézy, en fait, je fais partie du département des Yvelines. Je suis la directrice adjointe d'un groupement d'intérêt public qui s'appelle Activity.
et dans lequel on retrouve l'État, Pôle emploi, la CAF des Yvelines, la communauté urbaine de Seine-Aval. Et pourquoi je dis ça, en fait, c'est parce qu'en fait, on s'occupe de la politique d'insertion du département des Yvelines. Vous parliez de l'aspect financier du RSA, aujourd'hui RSA, et l'aspect insertion. Donc aujourd'hui, au département, on a créé cet outil un peu hybride qui est unique en France. C'est la première fois qu'on crée un groupement d'intérêt public au cours de cette question-là. Donc par délégation du département, on gère le PDI. Donc vous parliez d'insertion, mais je n'ai pas entendu le mot PDI. PDI, le programme départemental d'insertion, voilà, qui était à la base, le groupement d'intérêt public existe depuis 3 ans. Donc à la base, il était ouvert uniquement aux bénéficiaires du RSA. Sauf qu'exactement comme vous le disiez au niveau... quand on a créé le RMI, on ne connaissait pas les personnes. Je vais presque vous faire peur, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Quand on a créé le groupement d'intérêt public, on a adressé ça aux bénéficiaires du RSA. Sauf qu'on s'est rendu compte que de manière très pragmatique, en fait, on avait des jeunes, des gens qui résidaient en quartier politique de la ville, des chômeurs, des demandeurs d'emploi de longue durée, etc. Donc on a ouvert ce PDI-là pour essayer de combler les trous. On a aussi eu une démarche proactive et partenariale. Donc on a ce PDI et le PTI qu'on fait aussi avec l'État et nos différents partenaires institutionnels. C'est un vrai engagement partenarial et c'est une dynamique qui est différente dans la manière de mener des projets d'insertion. Voilà. Vous parliez d'évaluation, pour moi c'est un gros sujet. J'essaie de le mettre en place. Alors, je parle un petit peu moins en 2 secondes. Moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Moi, à la base, je suis consultante, je viens du privé. J'ai travaillé en gros cabinet pendant des années et le sujet m'intéressait. Et le sujet de l'évaluation, je le connais bien parce que je l'ai mis en place dans plein de banques. Sauf que quand je suis arrivée au département, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas cette culture-là. Et en fait, avant même de parler de l'évaluation, c'est pas seulement ça. C'est parler de pilotage. Parce qu'au jour le jour, comment on mène des actions, comment on décide qu'une action est fondamentale ou pas, quel public, quel impact, etc. Avant de parler d'évaluation. Je pense qu'il y a une brique qui manque. L'évaluation, elle vient a posteriori. Le pilotage, il vient quand on est dedans, dans l'action et même dans la planification. Voilà, c'était juste ces réflexions-là. Et juste pour vous dire que la réflexion continue et que ce que vous avez inventé avec le RMI et aujourd'hui le RSA est très important. Merci. Sur la partie revenu universel / impôt négatif, la dimension fiscale est très mal comprise. Et tout à l'heure, vous faisiez référence à Yolande Boisson. Effectivement, ces travaux étaient extrêmement originaux et aujourd'hui, ils n'ont pas repris. Enfin, personne ne travaille dessus, c'est du passé. Par contre, les travaux que nous faisons, c'est plutôt de remarquer que dans l'impôt sur le revenu actuel, finalement, nous avons un impôt progressif. Et dans cet impôt progressif, nous avons déjà, pour ceux qui payent l'impôt, la tranche 3, très précisément, il y a déjà une forme de revenu universel. C'est le fait qu'il y a une progressivité. Cette progressivité, on la chiffre très facilement, c'est un petit coup de calcul très rapide, c'est 476 € par mois. Dans cette salle, plusieurs personnes sont sur la tranche 3. Donc vous avez 476 € par mois de réduction d'impôt par rapport à un impôt qui serait proportionnel. Bon, c'est un peu technique, je ne peux pas aller dans le détail comme ça maintenant. Mais voilà, donc en fait, la réforme fiscale dont on parle par rapport au revenu universel, c'est justement le lier ces quelques 500 € qui sont dans l'impôt sur le revenu, qu'on ne voit pas mais qui sont là, lier également toute l'exonération de cotisation sociale avec les réductions Fillon et autres, le RSA, voilà. Donc, tous ces objets-là, les aligner entre eux, ils pèsent à chaque fois 500 € par mois, d'une manière ou d'une autre. C'est ça le projet. C'est très technique. Donc je ne peux pas l'expliquer comme ça, il faut un graphique, expliquer les choses, mais voilà. Donc si vous voulez qu'on parle du revenu, de l'impôt négatif moderne d'aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on discute, M. Van der Berg. J'apporte un complément qui est lié au calendrier, parce que la loi est promulguée le 1er décembre 88, les élections municipales ont lieu en mars 89, donc 2 ans et demi, enfin 2 ans, 3 mois après. Et les nouveaux maires dont j'étais à l'époque sont tout de suite confrontés à cette série de bénéficiaires dans leur commune, et avec des conséquences sur les services qu'ils rendent. Est-ce qu'il faut qu'un bénéficiaire du RMI ait la gratuité du transport urbain, de la cantine, de certains services, etc. Moi, alors, je ne sais pas si ce qu'ont fait beaucoup d'autres maires, chacun a sa philosophie, si je puis dire. Moi, je pense que chacun doit payer un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu, c'est un principe. Et il y a eu aussi, les maires ont été soumis à des protestations de la part de l'artisanat
et de la part de l'artisanat. Je pense par exemple, je vous prends un exemple, dans une ville comme celle de Quimper, il y a un bon service d'espace vert, se sont mis en place des entreprises d'insertion pour tondre les pelouses, pour faire ceci, cela, et il y avait des protestations à ce moment-là d'artisans qui considéraient que c'était une concurrence déloyale. Donc les maires élus immédiatement après la promulgation de la loi ont dû faire face à des conséquences collatérales, si je puis dire, de la loi. Ça se passe, et puis chacun défend ça avec sa conviction, mais ça fait partie des choses réelles qui ont suivi la promulgation de la loi. Il est évident que si le revenu universel est trop bas, vous avez forcément des réactions. Alors, qu'est-ce que c'est comme réaction? Premièrement, on a inventé un concept qui, moi, personnellement, ne me plaisait pas tellement sur le plan moral, c'est la prime de Noël. C'est-à-dire, plutôt que d'augmenter le RMI, on dit le RMI est indexé sur les primes, on va vous donner la prime de Noël. Puis après, eh bien entendu, on va mettre à côté de ce qui théoriquement devrait être le noyau, on met toute une série d'aides pour chaque fonction. Un petit chèque énergie, un petit chèque transport, on augmente les bourses, on va payer le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que, effectivement, tel qu'il est arrivé aujourd'hui, le RMI ne boucle pas. Et puis il faut tenir compte aussi du fait que tout ministre qui arrive et qui n'a pas beaucoup d'argent, et c'est de plus en plus fréquent, il faut bien qu'il attache son nom à un dispositif. Et donc il prendra un dispositif menu, très minoritaire, et tout le progrès que nous avons réussi à faire voter, me semble-t-il, c'est l'idée qu'il ne faudrait pas, si on met en route des dispositifs de ce type, toujours les raccrocher au RMI, parce que vous avez un effet de seuil considérable. Donc la vraie question, c'est qu'on ne sait pas comment organiser la participation, la gratuité, etc., avec un RMI dont tout le monde voit les limites, etc., et puis des besoins précis, je veux me transporter, etc. Et donc le foisonnement d'aides, c'est pas simplement l'appétence des ministres et des collectivités locales d'avoir des dispositifs à leur nom, c'est tout simplement la logique mécanique qui fait que nous ne savons pas bâtir un revenu qui couvrirait l'ensemble des besoins. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée des... Et bien entendu, après, on dit, mais il y a des problèmes d'accès au droit. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous inventez des mécaniques dans lesquelles, quand vous avez un droit, vous avez automatiquement un droit correspondant. Mais cette tentation, elle ne traduit pas la frénésie réglementariste. Elle traduit seulement le fait que nous n'avons pas une pensée réelle sur l'échelonnement des aides pour que le revenu des gens soit cohérent et sans effet de seuil. Oui, Olivier Kérouille, j'étais à la DIRMI, chargé de la santé. Je voudrais revenir sur un aspect qui n'a pas été évoqué dans la discussion, c'est la tentative de changement. Et alors, on avait beaucoup été aidé par le fait que Fragonard était ancien directeur, il avait été directeur de la CNAF et après la CNAM. C'est sur l'accès au droit et comment le changement de culture administrative, de façon à ce que si on crée une prestation qui doit s'occuper de l'urgence, il faut l'ouvrir rapidement. Et donc, effectivement, c'était la tradition de la CAF, c'est toujours de vérifier que les gens ont bien droit à la prestation et on leur ouvre les droits après. Par contre, là, il y avait tout un dispositif, d'ailleurs aussi avec Bélanger, qu'on avait travaillé sur l'avance sur droit supposé et toute cette question de pouvoir ouvrir très, très vite des droits. Et ça demandait au sein des administrations un changement de culture extrêmement profond. Je l'ai encore plus vécu puisque je me suis beaucoup occupé des problèmes d'assurance maladie, c'est l'ouverture immédiate des droits. Alors, ça, c'est une bagarre extrêmement compliquée au sein de l'administration et effectivement, il y a un discours ambiant qui aide ou pas par rapport à ça. Et c'est vrai que je pense que l'apparition à un moment donné, et d'ailleurs dans le premier rapport d'évaluation, cette prestation était vécue à travers les études du CREDOC de façon positive. Et on a vu apparaître progressivement une résistance croissante. Et apparu le thème de la fraude.
Et effectivement, à partir du moment où on réintroduit le thème de la fraude, il faut vérifier avant que les droits sont possibles. Et on a cette situation quand même extraordinaire. Par exemple, pour ouvrir des droits à l'assurance maladie aujourd'hui sur Paris, les gens ont un rendez-vous qui est un rendez-vous de 3 à 6 mois pour simplement ouvrir les droits. Je ne parle même pas de donner la CMU. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème, un problème de culture administrative, et je pense qu'il y avait eu un progrès qui avait été amorcé, et j'ai le sentiment qu'on a eu un certain nombre de reculs, disons, depuis, autour de ces faits-là. Il y a eu un moment donné qui a été très intéressant qu'on a eu, ça a été le rapport sur la fraude fait par De Courson, et qui était très intéressant parce que lui, il était venu en disant, bon, qu'est-ce qui se passe, tout ça, et les conclusions de son rapport étaient très intéressantes en disant, bon, la question de la fraude serait très marginale par rapport à si on met en contexte l'ensemble de la prestation, c'est vraiment pas ça le problème majeur qu'il y avait, et c'était un rapport De Courson sait faire son boulot et il est efficace. Hein. Mais ça avait été vraiment très intéressant de voir comment lui-même avait évolué par rapport à cette question. Merci. 3 petits points. Passe à la suite. Le premier sur l'évaluation, Pierre-Yves Cosset, qui a été commissaire au plan et qui a lancé toute la politique d'évaluation, mettait l'accent sur la profondeur de champ pour examiner l'effet des politiques. C'est tout à fait vrai. Et 3 ans, c'était limite. Hein, c'était limite. Et si bien qu'à la fin du rapport d'évaluation, à ma demande, j'ai proposé qu'on renouvelle cette évaluation 5 années plus tard avec un dispositif plus léger, d'autant plus qu'on avait pas mal d'instruments, le panel Credoc par exemple, qui a été tout de même un instrument extrêmement important, aussi bien pour la DIRMI que pour les évaluateurs. Alors bien sûr, ensuite, la question de la culture de l'évaluation est toujours posée dans notre pays. Alors faut-il faire le bilan, je pense, des études d'impact, ça me semble important. Alors France Stratégie a lancé tout un travail de réflexion que j'ai commencé à lire, qui m'a semblé intéressant. Mais je pense toujours qu'il nous faut au moins une instance indépendante, Jean-Michel. Oui, c'est bien. Parce que si c'est le plan, enfin France Stratégie, ben, il dépend du Premier ministre. Tu n'as pas compris le contraire. J'ai dit qu'il fallait une instance indépendante, que le Parlement était destinataire, mais il ne pouvait pas être opérateur. C'est ça. Mais alors, il faudrait regarder plus intensément, mais je n'ai pas regardé depuis longtemps, la manière dont les Américains gèrent le JAO. Voilà. Avec d'énormes moyens qu'on n'a pas dans notre pays. Mais c'est d'abord une question de culture. Ensuite, c'est une question qu'il faut en amont avoir un pilotage. Je suis bien d'accord avec vous. Si vous venez de l'entreprise, j'ai été dans l'entreprise aussi à 2 reprises. Donc, il faut savoir ce qu'on vise. Alors, j'ai pas mis l'accent sur le PDI parce que j'ai voulu centrer sur certains points. Certains ont reconnu mes leitmotifs habituels de l'époque sur la CLI, le rôle clé de la CLI, mais ça suppose aussi un engagement du département. Alors effectivement, s'il n'y a pas de pilotage, il ne peut pas y avoir d'évaluation, je suis bien d'accord avec vous. Et là, je pense très 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 fondamentalement qu'il nous manque cette culture. Il y a eu un essai qui a été entrepris, il y a encore des essais ici ou là. Voilà, donc je voulais poser la question parce que en faisant des développements éventuellement sur j'allais dire les questions actuelles. Et le dernier point, c'est sur le revenu universel. Vous êtes certainement celui qui apporte le plus de clarté dans l'affaire du revenu universel à travers une approche assez difficile à comprendre, qui est regarder la fiscalité, puis regarder exactement si elle est incitatrice, désincitatrice, etc. Mais donc je vous ai écouté à plusieurs reprises, ici ou là, à la Fondation Jean Jaurès l'année dernière, par exemple, voilà. Simplement, il y a quelque chose qui n'est pas présent dans votre esprit, c'est la diversité de la pauvreté et la diversité des actions sur lesquelles il nous faut agir pour aider les personnes et les familles à sortir de la pauvreté. Voilà, et ça suppose de l'accompagnement. Et comme c'est une question générale aujourd'hui qui est posée, massive, elle n'est pas abordée par la plupart des tenants du revenu universel, et ne parlons pas de tous ceux qui fondent ça sur les analyses de la disparition du travail. Merci à tous.